La Coupe Davis est-elle en train de ressusciter? Est-elle en train de trouver un second souffle? Est-elle en train de renaître? Fini l'ère Gérard Piqué, ça y est, on retourne à du tennis, du vrai. Mais est-ce que c'est suffisant? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la Coupe Davis. La Coupe Davis qui change une nouvelle fois de format cette année. La Coupe Davis qu'on a perdu de vue depuis 2019, depuis que Gérard Piqué, oui le footballeur Gérard Piqué a mis les mains dedans ou les pieds dedans, enfin n'importe quoi. Il a mis ce qu'il voulait dedans, mais en tout cas surtout de l'argent. Et l'argent, bah, ça n'a pas été bénéfique parce qu'il est tout de suite parti au bout de 2-3 ans. Donc voilà, Gérard Piqué a foutu la Coupe Davis en l'air. Il est parti comme ça en laissant la Coupe Davis un peu morte. Il a tué la Coupe Davis et il l'a laissée morte sans la sauver, voilà. Donc la Coupe Davis essaye de ressusciter. Est-ce qu'elle est en train de ressusciter avec ce nouveau format? On va nuancer un peu, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont toujours mauvaises. Moi j'avais le souvenir de la Coupe Davis, c'est des souvenirs d'enfance. C'est évidemment quand on rentre de l'école et puis qu'on voit sur France 4, France 3 ou France 2, qu'on voit l'équipe de France en train de jouer. Parce que ça aussi c'était du tennis en clair, c'est du tennis gratuit qu'on pouvait voir, c'est la Coupe Davis, c'est le week-end. On rentre le vendredi, il y a les simples, le samedi il y a le double. Et puis le dimanche, il y a les simples avec peut-être, pourquoi pas, le fameux 5e match, le simple décisif avec les deux numéros 2 qui jouent l'un contre l'autre. Et ça c'était exceptionnel, c'était fou. Cette Coupe Davis qui avait ces deux simples en 5-7 le vendredi, le double aussi qui avait une importance capitale le samedi. On accordait une journée spécialement pour le double. Imaginez quand même, maintenant ça n'arrive plus. Et cette journée spécialement pour le double, elle était incroyable parce qu'on pouvait, souvent il y avait donc soit un partout, soit 2-0, donc ça pouvait clôturer une rencontre ou alors donner un avantage presque décisif à une équipe de mener 2-1 et de s'offrir le luxe de gagner seulement un simple sur les deux, ou alors une équipe d'être menée 2-0 et de faire une remontada, de revenir comme la France avait fait face à l'Allemagne en 2014 en étant menée 2-0 et de revenir et de gagner au 5e match décisif. C'était fou. Mais maintenant, la Coupe Davis, ça a changé. Ce ne sont plus des matchs en 5-7 et ça aussi c'est dommage. Avant, on pouvait avoir des matchs fous qui allaient jusqu'au bout de la nuit en 5-7, jusqu'au bout du bout du bout. Maintenant, ce n'est plus le cas. On n'aura plus un Andy Murray face à Juan Martín Del Potro qui fait 5-7 ou Del Potro mené 2-7 à 1 renverse Andy Murray à Glasgow. C'était fou. On n'aura plus ce Del Potro aussi, ce même Del Potro qui en finale face à Marin Cilic pendant le 4e match alors que l'Argentine est menée 2-1 revient de 2-7-0 face à Marin Cilic. C'était un match fou. Et derrière, l'Argentine va remporter la Coupe Davis. On n'a plus ça. On n'a plus ça. Maintenant, on a eu des formats un peu bizarres où ça s'est joué. Voilà, c'était joué toujours à Madrid. On avait toujours cette phase finale à Madrid. On avait avant des phases de qualification. Alors, c'était parfois dans des villes différentes, mais on avait pu un peu ce truc home away. Ça veut dire voilà, domicile, visiteur, extérieur. Ce qui fait le sel de la Coupe Davis. Ce qui fait le sel de la Coupe Davis, c'est-à-dire, voilà, jouer une équipe, aller jouer, par exemple, voilà, là, c'est la France, on ne jouera pas au Brésil parce que c'est en France, mais voilà, cette possibilité d'aller jouer au Brésil, cette possibilité d'aller jouer en Serbie, cette possibilité d'aller jouer n'importe où. Avant, on avait perdu ça, et que c'était génial quand la France gagne la Coupe Davis en 2001 en Australie. C'était génial parce qu'il y avait ce côté, voilà, on arrive en Australie, il faut aller les battre. Quand la France a joué la Suisse en 2014, que la Suisse est venue abattre la France à Lille, au stade Pierre-Mauroy, ça aussi, c'était fou. Quand la France a gagné la Coupe Davis face à la Belgique en 2017, ça aussi, il y avait plein de choses comme ça qui ont été folles. La Coupe Davis, c'est de très très belles histoires, mais il n'y en a plus depuis ces dernières années. Et puis si vous me parlez de la retraite de Rafael Nadal qui a totalement été foirée par la cérémonie, ça donne pas envie de suivre la Coupe Davis. Mais donc la France, qui cette année joue le Brésil, donc voilà, en deux phases. Encore une fois, on a encore une phase finale, et ça c'est dommage, qui sera à Bologne, qui se tiendra voilà, à Bologne, qui est en Italie pour les 3 prochaines saisons. Alors, peut-être pas à Bologne les 3 prochaines saisons, mais au moins cette année ce sera à Bologne. Et l'Italie est d'office qualifiée, parce qu'en plus elle est tenante du titre, elle est d'office qualifiée pour cette phase finale qui se déroulera à domicile. L'Italie qui est évidemment l'équipe à battre avec Yannick Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, on peut même parler de Arnaldi, bref, il y a tellement de Sonego qui a fait quart de finale à l'Open d'Australie, il y a tellement un vivier italien qui est phénoménal. Il ne suffit même pas de parler de Yannick Sinner, que même si on enlève Yannick Sinner, ils font quand même partie des favoris pour moi. Voilà, pour ça, il faut aller dans les 8 premiers, il faut être qualifié. Il y a une phase de qualification et une phase finale. La phase de qualification, elle se déroule en 2 tours. 2 matchs avec ce côté extérieur-domicile en 5 rencontres. Ça veut dire que la première équipe qui gagne 3 matchs est qualifiée pour le tour d'après. Et donc on a là ce côté home-away qu'on retrouve. Donc on a par exemple, voilà, tout en bas, j'ai mis le Brésil qui joue la France en France. Et donc le vainqueur de cette rencontre jouera, alors je crois que c'est en septembre, mais je suis pas sûr, il faudra vérifier, qui jouera le vainqueur entre la Croatie et la Slovaquie. Et ce sera soit en France, soit en Croatie, soit au Brésil, soit en Slovaquie, bref. Il
il y a ce côté, voilà, encore une fois, extérieur-domicile qui fait le sel et qui a toujours fait le sel de la Coupe Davis et qu'on a perdu depuis que Gérard Piqué avait pris les droits de cette Coupe Davis. On a ce splendide Suisse-Espagne, ce Roger Federer, Rafael Nadal, non évidemment que Roger ne joue plus, Rafael Nadal ne joue plus, mais voilà. On aurait pu avoir Novak Djokovic qui aurait pu jouer, qui était au départ prévu pour jouer, mais là il est blessé, donc évidemment il ne peut pas jouer. Holger Rune, je sais pas s'il joue, je crois. Donc on a quand même des joueurs qui viennent jouer à la Coupe Davis. Ça aussi c'est important parce que ce qu'il faut, c'est que les plus grands joueurs viennent jouer. Parce que s'ils ne jouent pas, ça va encore finir par pourrir. Parce que là, ce qu'il faut, c'est que les grands joueurs viennent et voilà, montrent que la Coupe Davis reprenne un peu son élan. Mais je pense que ce côté encore avec cette phase finale là à la fin, c'est dommage parce que l'Italie aura un réel avantage de jouer chez elle à domicile. Même si voilà, l'Italie en ce moment c'est la meilleure nation du tennis, c'est la nation du tennis à suivre. Mais voilà, ce côté, quand il y a le truc domicile extérieur avec un public hostile, c'est tellement sympa que là, voilà, jouer en Italie, ces 3 derniers matchs, c'est pas très... Je trouve pas, voilà, c'est pas très intéressant ce côté phase finale, ça fait un peu ce côté Coupe du Monde, ce que voulait Gérard Piqué, il a toujours dit, je veux une Coupe du Monde de tennis, mais une Coupe du Monde c'est dans des sports collectifs. Le tennis, ok, la Coupe Davis c'est quelque chose de collectif, mais c'est quelque chose de collectif dans un sport individuel, et je trouve que ça ne va pas avec l'esprit de Coupe Davis qui se déroulait sur toute l'année, et il y avait ce côté, voilà, on suit un petit peu, il y a des joueurs qui peuvent exploser au cours de l'année, puis qui vont jouer en Coupe Davis, notamment je crois Lucas Pouille en 2016 qui se met à jouer en septembre face à la République tchèque, ou alors non, peut-être fin juillet. Mais... En tout cas, il avait joué, il avait explosé en 2016, et puis s'était mis à jouer après en Coupe Davis, il avait apporté un point à l'équipe de France qui était très important. Donc on a tout ça. Cette Coupe Davis, c'est aussi voilà, l'histoire des joueurs qui se mettent à évoluer. Et justement, en parlant d'un joueur, on a un joueur qui vient d'arriver en équipe de France cette année. Alors vous le connaissez hein, évidemment. Alors Paul-Henri Mathieu, qui est évidemment le sélectionneur, si vous ne le savez pas, de l'équipe de France. Mais c'est Giovanni Mpetshi-Perricard, notre gérant français, notre John Isner français, qui est très content de sa première sélection, qui est fier et heureux de débuter par une rencontre en France. Jouer devant son public, c'est vraiment sympa. Pour ma part, je me fais un peu petit. Je m'appuie sur l'expérience des autres, et notamment celle de Pierre Hugues, pour bien appréhender cette première. Donc il faut savoir qu'il y a toujours 5 sélectionnés. En France, c'est Mpetshi-Perricard, Hugo Humbert, Arthur Fils, Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi. On sait déjà qu'a priori, Bonzi et Herbert ne joueront pas en simple, ça c'est sûr. Donc on a 2 places pour 3 joueurs, donc Mpetshi-Perricard, Humbert, Fils. Pour moi, je pense qu'on va jouer quand même en indoor intérieur, donc une surface très rapide. Je pense que Giovanni Mpetshi-Perricard a le jeu parfait pour ennuyer les Brésiliens. Je rappelle, les Brésiliens, c'est Thiago Sebotoile qui est capable du meilleur comme du pire, mais du coup, il est capable du meilleur. Thiago Sebotoile, d'ailleurs, qui a battu l'année dernière Giovanni Mpetshi-Perricard. J'ai vu qu'Arthur Fils aussi l'avait battu à Santiago, et Sebotoile avait battu Giovanni Mpetshi-Perricard à Anvers l'année dernière. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en novembre ou en octobre dernier Anvers. Donc voilà. Donc à voir, mais c'est un joueur qu'on le sait, Sebotoile, capable du meilleur comme du pire. Et puis évidemment, la sensation qui sera là, Joao Fonseca qui jouera ce match de Coupe Davis. Et évidemment, Joao Fonseca, c'est voilà, cette attraction que tout le monde attend. Voilà, le danger numéro 1 n'est pas justement le numéro 1 brésilien, mais plutôt le numéro 2, Joao Fonseca, qui est évidemment le danger de cette équipe brésilienne. Et ce numéro 2, Joao Fonseca, qui a l'étoffe d'un numéro 1, qui sera peut-être le futur numéro 1 mondial, même s'il ne faut pas s'enflammer. Mais voilà, faut demander à André Roublev ce qu'il a vécu à l'Open d'Australie, ça lui a fait mal. Et évidemment, Joao Fonseca, on a de la chance, il est à Orléans, donc on a de la chance d'avoir ce joueur-là. Alors en face, s'il nous fait mal, on n'aura peut-être pas de chance, mais jouer le Brésil, c'est pas évident. Et puis ils ont une très bonne paire de doubles, Melo Matos, avec évidemment Melo qui est un super joueur en double. Moi je crois qu'il a été le numéro 1 mondial en double, donc c'est pas mal, même si la France pourra compter sur, je pense, Pierre-Hugues Herbert qui jouera le double. Alors il paraît que c'est Benjamin Bonzi qui s'entraînait avec Herbert ces moments-là. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est vraiment pour se fixer des automatismes et tout, et que ce sera Herbert Bonzi? Moi, je pense aussi quand même en double. Mais Giovanni Mpetshi-Perricard, qui est une machine à ace, une machine à service gagnant, en double, ça peut toujours être important. Parce qu'on sait que le service, tenir ses jeux de service en double, c'est vraiment bien. Et ouais, je pense qu'avoir un Pierre-Hugues Herbert, qui est un joueur spécifique de double, qui est vraiment un pro du double, qui a gagné des grands chelems en double, qui a gagné la Coupe Davis aussi en double. Donc, on a besoin d'un joueur comme ça,
avec pour moi un Giovanni Mpetshi-Perricard qui sera un peu son petit frère, alors même petit, hein, et attention hein, au jeu de mots parce qu'il n'est pas petit du tout, mais qui sera un peu son petit frère sur ce match-là, et qui collera les aces quand il faudra, qui se fera les services gagnants, qui donnera des points gratuits à la France. Je pense qu'on en a besoin, ça va être très important, ça va être très très important de faire une belle rencontre, de porter un peu les couleurs de l'équipe de France, parce qu'on a quand même un tennis français qui revient, je trouve, à un assez bon niveau. Voilà, on a Arthur Fils qui est vraiment un des joueurs à suivre de cette saison pour moi. On a Hugo Humbert qui est toujours là, qui est solide dans le top 15. Et puis on a ce Giovanni Mpetshi-Perricard, ce géant. On a de la chance d'avoir un joueur de ce style-là, parce que je pense que c'est un style de jeu qui vraiment est ennuyant pour notre adversaire, parce qu'il est capable de coller 30 aces et on ne peut rien faire. S'il se met à bien servir, en face on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment un style de jeu qui est pénible à jouer. Et c'est bien de l'avoir avec nous plutôt que contre nous. Et je pense que ça peut déranger. Si on a un Giovanni Mpetshi-Perricard qui joue, alors s'il joue pré-match, il jouera le numéro 1, il jouera Sebot Wild, qu'il a déjà battu, donc attention. Mais s'il joue par exemple un Fonseca en match décisif, pourquoi pas. Peut-être qu'il peut, Joao Fonseca est un jeune et peut-être qu'il peut totalement dégoupiller, il a besoin de rythme, on sait que Rublev a donné du rythme, Mpetshi-Perricard il donnera pas de rythme, ça ira trop vite. Mpetshi-Perricard c'est en 2-3 coups de raquette maximum, donc attention, à voir ce qui peut se passer. Moi j'ai quand même très peur pour la France, j'avoue, j'ai quand même très peur que Joao Fonseca nous fasse mal, qu'il nous prenne les 2 points en simple et puis qu'en double, la France... Je sais pas, peut-être sur une erreur. Je sais pas si pour moi prendre Bonzi, si c'est une bonne idée. Après, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, Herbert Bonzi serait pas la meilleure paire possible. Pour moi, ce serait plus Herbert, Giovanni Mpetshi-Perricard, ou alors un Hugo Humbert, parce qu'il est gaucher. Il y a cet avantage d'être gaucher aussi, d'avoir un gaucher et un droitier en double. Pourquoi pas? Mais pour moi, Herbert Bonzi, je suis pas fan, surtout si c'est Mélo Matos en face. Donc, attention pour l'équipe de France. Dites-moi vous, si vous allez suivre cette Coupe Davis. Dites-moi vous, ce que vous pensez maintenant de ce format de Coupe Davis qui ne fait que changer. Ça aussi, c'est un peu illisible. On se perd dans cette Coupe Davis. On se retrouve pour parler aussi du tournoi de Montpellier on a les quarts de finale qui vont bientôt arriver. Là, c'est les 8e de finale encore aujourd'hui, mais les quarts de finale dès demain, demi-samedi, finale dimanche. On espère un Gasquet qui nous fait un beau dernier parcours, même si je joue Grisport, ça va être très compliqué au moment où je vous parle. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, ça me fait plaisir. C'est gratuit et en plus, ça me fait un joli cadeau. On continue de monter cette chaîne, je vous remercie infiniment. On se retrouve très très vite pour parler de tennis, car le tennis ne s'arrête jamais. Salut à tous, portez-vous bien.